Bonjour, je suis Jocelyn Coulon, chercheur au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, qui est mieux connu par son acronyme du CIRIAM. Je vais vous parler de mon dernier livre, Le Canada à la recherche d'une identité internationale. Il s'agit d'un recueil de textes qui ont été écrits entre 2004 et 2020. Certains sont inédits. Les autres ont paru dans diverses publications imprimées ou en ligne, comme La Presse, Options politiques, Arguments, Le Monde ou même Jeune Afrique. Ils portent sur les orientations de politique étrangère des gouvernements de Paul Martin, Stephen Harper et Justin Trudeau. On pourrait se demander à première vue s'il y a un rapprochement à faire entre les gouvernements libéraux de Paul Martin et de Trudeau et le gouvernement très conservateur de Stephen Harper. Et pourtant, il existe une trame commune entre eux. En une quinzaine d'années, ils se sont détachés du consensus traditionnel sur les grands axes de la politique étrangère auquel adhéraient depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au début des années 2000 les libéraux et les progressistes conservateurs pour adopter une orientation centrée sur la construction d'une forteresse nord-américaine. Dès lors, et c'est la thèse que je défends dans ce livre, se sont trouvés donc à abandonner l'identité internationale forte que s'était forgée le Canada pendant plusieurs décennies, sans pour autant réussir à en façonner une nouvelle susceptible d'établir un consensus parmi les Canadiens et d'intéresser le monde. Ceci explique, je crois, le déclassement progressif du Canada sur la scène internationale depuis plusieurs années et son échec à se faire élire au Conseil de sécurité en 2010 et en 2020. Je rappelle que nous sommes le seul pays du G7 susceptible d'être élu au Conseil, c'est-à-dire l'Allemagne, le Japon, l'Italie et le Canada, à avoir perdu 2 fois plutôt qu'une. C'est exceptionnel. Avant de parler du contenu du livre, je vais préciser ce que j'entends par l'identité internationale forte du Canada. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Canada sort du conflit victorieux et s'installe parmi les puissances qui comptent. Membre fondateur de l'ONU et de l'OTAN et de bien d'autres organisations internationales, le pays participe à la construction du système international comme nous le connaissons. Il s'illustre grâce à une diplomatie active et un corps de diplomates de premier ordre. De 1945 jusqu'au début des années 2000, la politique étrangère canadienne, qualifiée par certains analystes de diplomatie de l'espoir, est alors tournée vers la création et le renforcement d'institutions internationales productrices de règles et de normes en mesure de baliser les relations internationales. Ce que l'on a appelé, et ce qu'on appelle toujours, l'internationalisme libéral. Les premières décennies de l'après-guerre ont vu le Canada se construire une identité propre et bien distincte de celle des États-Unis. Il a été perçu, à tort ou à raison, comme un médiateur, un pont entre le Nord et le Sud, un acteur du désarmement, un promoteur de la paix, un participant actif et loyal du système multilatéral, un État choisissant librement les conflits dans lesquels il s'engage, en Corée, mais pas au Vietnam, par exemple. C'est donc dire que le Canada affirme sa place dans le monde à travers des idées et des propositions qui sont débattues et souvent adoptées par la communauté internationale. En voici quelques exemples que vous connaissez bien. Lors de la crise de Suez de 1956, opposant l'Égypte à Israël, la France et le Royaume-Uni, le ministre des Affaires étrangères, Lester B. Pearson, a fait adopter par l'ONU le déploiement de la première force d'interposition, créant du même coup les fameux casques bleus. Ça a valu à Pearson un prix Nobel de la paix 1 an plus tard. Plus près de nous, Pierre Elliott Trudeau a reconnu la Chine populaire bien avant les États-Unis et s'est rapproché des pays du Sud.
Brian Mulroney, dans les années 80, a mené la bataille contre l'apartheid en Afrique du Sud, en dépit des tensions suscitées par cet engagement avec Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Il a été aussi un des artisans de la création de la francophonie, en plus d'adhérer à l'Organisation des États américains. Dans les années 90, sous Jean Chrétien, le Canada s'est fait le champion d'un nouveau concept, la sécurité humaine, qui a élargi la notion de sécurité afin de prendre en compte celle des individus. Cette initiative ne venait pas seulement enrichir le corpus théorique en relations internationales, mais elle a trouvé une application concrète avec la signature en 1997 de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles et la création en 1998 de la Cour pénale internationale. La sécurité des individus était aussi au cœur de la responsabilité de protéger, un concept développé par une commission internationale financée par le Canada et qui sera finalement adopté par l'ONU en 2005. Cet activisme sur la scène internationale a renforcé la réputation du Canada comme champion du soft power et lui a permis d'être facilement élu au Conseil de sécurité tous les 10 ans et de siéger 6 fois entre 1948 et 2000. Tous ces marqueurs se sont inscrits dans notre conscience et dans celle du monde et composent donc cette identité internationale forte dont j'ai parlé au début. Les choses changent en 2004 et c'est là que mon livre commence. Au cours des 15 dernières années, j'ai publié un certain nombre de textes sur la politique étrangère canadienne. J'en ai retenu 45 qui forment le contenu de ce livre. Certains textes sont des chroniques écrites à chaud et qui sont autant de photographies d'une situation à un moment donné. D'autres sont des textes longs, plus recherchés. Ils documentent les hauts et les bas de la diplomatie des premiers ministres Martin, Harper et Trudeau. Ils documentent aussi la perte d'influence du Canada dans le monde et le repli sur l'Amérique du Nord effectué par ces 3 gouvernements. Pourquoi commencer en 2004? Parce que c'est l'année d'une rupture. Un des premiers textes qui amorce cet ouvrage offre une piste de réponse. Il porte sur les idées de politique étrangère de l'école de Calgary, dont plusieurs vont être adoptées par le Parti conservateur. Il a été publié quelques jours avant l'élection de juin 2004, où le nouveau chef du nouveau Parti conservateur, lui-même issu de la fusion de l'Alliance canadienne et du Parti progressiste conservateur, donc du nouveau chef Stephen Harper, qui tentait de ravir le pouvoir au premier ministre libéral Paul Martin. L'enjeu était de taille. Pour la première fois depuis l'émergence du Canada sur la scène internationale à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les électeurs faisaient face à un leader conservateur en rupture avec le consensus traditionnel libéral progressiste conservateur sur les grandes orientations de la politique étrangère. Harper a pris le pouvoir en 2006 pour une dizaine d'années. Pour Stephen Harper et les penseurs de l'école de Calgary, les États-Unis sont au centre de leur politique étrangère, de leur vision du monde. Cela colore nécessairement les orientations qu'ils adoptent. Dès lors, et je schématise à peine, l'Europe est un partenaire de moins en moins important, l'Afrique est une cause perdue, le monde arabo-musulman est une zone de turbulence à traiter militairement, le maintien de la paix est une distraction qui affaiblit les forces armées, la justice internationale est une aberration dont les conséquences sont de limiter la souveraineté des États à agir comme ils l'entendent contre leurs ennemis. Dans cet univers, le multilatéralisme est une option et non une nécessité pour le Canada. Enfin, sur le plan idéologique, l'école de Calgary élabore un cadre où la politique étrangère doit être conçue en fonction d'une lecture morale des relations internationales. Une idée fixe a dominé la pensée de Harper pendant les décennies qu'il a passées aux commandes. Faire du Canada un État guerrier. Sa thèse était simple. L'usage de la force a été un élément déterminant
dans la construction de l'identité canadienne. Ce trait spécifique avait été, selon lui, relégué au second plan par les élites progressistes, conservateurs et libérales, au bénéfice d'une vision idyllique qui laissait croire aux Canadiens qu'ils constituaient une nation de bâtisseurs de paix de casque-bleus. Harper était donc déterminé à rétablir cet aspect de leur histoire à travers la célébration de la guerre de 1812 entre les États-Unis et la colonie canadienne de l'Empire britannique, un conflit pratiquement inconnu des Canadiens, et l'organisation d'une grande parade pour les militaires au retour de l'intervention de l'OTAN en Libye en 2011. C'étaient des traits spécifiques du gouvernement conservateur de l'époque. La croisade de Harper n'a jamais convaincu les Canadiens. Tous les sondages l'indiquaient, il rejetait la militarisation de la politique étrangère et restait très attaché aux valeurs de l'internationalisme libéral véhiculé par les gouvernements depuis 1945. En 2015, Justin Trudeau a été élu sur la promesse d'un retour à ces valeurs, renouant avec la grande tradition diplomatique passée, tout en s'adaptant au temps nouveau. Il était envisagé alors de s'engager sérieusement dans les opérations de paix, d'augmenter l'aide au développement, de renouer le dialogue avec la Russie, de remettre à plat les relations avec la Chine, de retrouver un équilibre dans la position du Canada sur la question israélo-palestinienne, de retisser des liens avec l'Afrique, de promouvoir une orientation progressiste et féministe à la politique étrangère. Enfin, de renouer avec le multilatéralisme en ayant comme objectif de rejoindre le Conseil de sécurité à titre de membre non permanent. 6 ans plus tard, que reste-t-il de ce programme? Une orientation féministe de la politique étrangère, mais dont on cherche encore le cadre. Pour le reste, c'est l'échec ou c'est l'alignement sur les positions conservatrices. En fait, sous les régimes de Harper et Trudeau, donc une quinzaine d'années presque, ces allers-retours idéologiques, ces hésitations entre différentes positions, ces tergiversations ont semé la confusion parmi les Canadiens ainsi qu'à l'étranger. Ils ont brouillé l'image et la réputation du pays. On peut donc dire que le Canada a perdu l'identité internationale forte qui l'a caractérisé pendant une cinquantaine d'années, sans pour autant en créer une nouvelle. Ni les conservateurs de Stephen Harper, ni les libéraux de Justin Trudeau n'ont réussi à reconstituer un fond doctrinal aussi puissant que l'internationalisme libéral afin de refonder la politique étrangère canadienne et de redonner un rôle et une influence au Canada sur la scène internationale. Dès lors, on ne sait plus au juste de quoi le Canada est le nom dans le monde. Et ceci explique sans doute les déboires de la diplomatie canadienne depuis une quinzaine d'années et des 2 échecs pour se faire élire au Conseil de sécurité. C'est ce qui me pousse à dire qu'aujourd'hui, le Canada est à la recherche d'une identité internationale. Tenter de renouer, non pas avec le passé, mais avec une philosophie qui a fait du Canada un porteur d'idées. Ces idées qui ont souvent été adoptées par la communauté internationale. Alors, à tous ceux et celles qui sont intéressés par le sujet, bonne lecture. Merci.